Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour la review du magnifique chapitre 392 de Hunter x Hunter. Comme d'habitude, ceux qui n'ont pas encore lu le chapitre, vous pouvez rester car tout comme la dernière fois je vais diviser ma vidéo en 3 parties. En premier, le rappel, la recontextualisation des faits précédents pour bien être ancré dans le chapitre et la review. Ensuite mon analyse du chapitre et pour finir ce que j'attends pour le prochain chapitre, donc le 393. Nous pouvons donc directement passer au rappel des faits. Dans la recontextualisation de la review précédente, je vous ai parlé de la situation du clan Shu'u et un peu de celle du clan Ei. Il est donc temps de vous parler du clan Sha'a, dont le sous-chef est Kenny Wang et qui contrôle le 5e étage du Black Whale. Ce clan est celui qui a choisi de collaborer avec la Brigade Fantôme, même si en réalité ils veulent se servir d'eux pour éliminer Morena et ses assassins, et pour qu'ils soient ensuite confrontés et tués par Hisoka, et si Hisoka n'y arrive pas, ils finiront le travail. Ils ne veulent surtout pas les laisser en liberté, car ils pensent que ce sont des personnes dangereuses et imprévisibles, et ils ont raison de penser cela. Ils sont donc en contact avec la Brigade Fantôme et principalement Nobunaga, Finks et Feitan. D'ailleurs, pour parler de la Brigade Fantôme, voici leur localisation. Franklin est seul et il se trouve à la cafétéria du 5e étage du Black Whale. Machi aussi n'est pas accompagnée, elle est dans une cabine de passagers, toujours dans le 5e étage. Pour Bonolenov, Shizuku et Kulolo, ils se trouvent dans le passage central entre les niveaux 4 et 5. Tandis que Illumi et Kaluto sont au 3e étage, ils se trouvent dans la pièce panoramique du Black Whale. Et pour finir, Nobunaga, Finks et Feitan sont dans le local du clan Sha'a, donc je sais que sur cette image Feitan est à l'entrée de l'entrepôt, mais il les a rejoints par la suite. D'ailleurs, c'est justement lorsque Nobunaga, Finks et Feitan étaient dans cet entrepôt qu'ils se sont fait taquiner par un membre du clan Ei nommé Luini. Ce Luini est un fan de la Brigade Fantôme qui a essayé par le passé de les embêter un peu pour qu'ils puissent reconnaître sa valeur et collaborer avec lui par la suite. Mais après cela, on n'a pas eu d'autres nouvelles de lui et de sa relation avec la Brigade Fantôme. Pour revenir sur Feitan, Finks et Nobunaga qui sont donc dans la base du clan Sha'a, ils se sont fait briefer par Chudonke, le leader des subordonnés, qui leur a expliqué combien de personnes des clans sont à bord, ainsi que quelques précisions sur les repas. Je vous parle de lui car en réalité c'est un fan de la Brigade Fantôme et qu'il aimerait avoir un autographe de leur part. Il est donc sorti de la base pour voir s'il pouvait trouver du papier à autographe quelque part. Ensuite, petit rappel du chapitre 391, où Inring venait de finir un combat face à 3 membres du clan de Morena, tandis que ses 2 acolytes, Lynch et Zakuro, étaient à la recherche de Hisoka, grâce à la capacité de maîtrise de sang de Zakuro. En parlant de Hisoka, selon les recherches du clan Sha'a et du clan Shu'u, il ne serait ni au 5e ni au 4e étage. Il y aurait donc de fortes chances qu'il soit au 3e, car les 2 premiers étages sont principalement réservés aux classes riches. C'est pour cela que Lynch et Zakuro le cherchent au 3e étage. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour le rappel des faits. Ceux qui n'ont pas encore lu le chapitre, vous pouvez donc partir, et je vais commencer mon analyse. Le chapitre commence par une foule qui s'est amassée devant le combat de Inring contre les 3 membres du clan de Morena suite au coup de feu lancé par Deverai et Korol. Il voit donc le cadavre de Padouille en face de Inring et des soldats interviennent pour calmer la foule et dire que cela ressemble à une guerre de gang. Ce simple petit passage montre que la population est en proie au doute, ce qui pourrait peut-être causer des révoltes qui pourraient avoir comme conséquence de faire couler le Black Whale, comme Misai Sutomu l'avait mentionné par le passé. Mais alors que la foule spécule, Padouille qui avait été tué par Inring se relève. Il se fait donc interroger par l'armée, à qui il répond que tout va bien et que les différends ont été réglés. Et alors que nous autres lecteurs sommes dans l'incompréhension, l'un des soldats s'approche de Inring pour lui demander combien d'argent il serait prêt à échanger contre l'emplacement du chef du clan Ei et donc de Morena. Inring propose donc 50 millions et le soldat est très intéressé. Sa source est qu'il connaît la personne qui était en charge du câblage du navire et qu'apparemment ils ont installé beaucoup de câbles pour une pièce qui n'apparaît pas sur les plans du navire. Cela serait donc selon lui la base du clan Ei. Les 2 personnages se mettent donc d'accord pour une somme de 30 millions en espèces avant l'information, puis les 20 millions restants seront réglés après cela. Inring s'en va donc chercher l'argent et on repasse donc sur l'affaire de Padouille qui n'est en réalité pas vivant, car il est en fait contrôlé par le naine post-mortem donc après la mort de Misha Hao, qui était une ancienne membre de la famille Shu'u morte. Sa capacité de naine s'est uniquement manifestée après sa mort, et lorsqu'un membre de son clan est impliqué dans un meurtre, elle apparaît pour se débarrasser discrètement du corps, et une fois que c'est fait, elle disparaît. On peut voir que Togashi continue à développer les naines post-mortem, et je trouve ça très intéressant car je pense qu'ils auront un rôle majeur dans la suite du manga. En tout cas, personnellement j'apprécie beaucoup cette capacité, elle peut être très serviable, et je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on la voit. Après tout cela, on passe donc sur la vue de Lynch et Zakuro, qui grâce aux petites gouttes de sang de ce dernier, trouvent toutes les personnes d'approximativement 1,90 m au 3e étage pour
pour ensuite s'assurer de voir si c'est Hisoka ou non. Par exemple, là ils viennent de trouver une personne d'1m90 et après qu'elle ait nié le fait qu'elle s'appelle Hisoka, Lynch lui donne un coup dans le ventre pour s'assurer de la réponse avec son naine. Dans ce cas-là, ce n'était pas lui, et lorsque la personne et ses amis se sont plaints d'appeler les autorités, Lynch leur propose de se rendre dans leur base au niveau 4 pour les dédommagements du désagrément causé. On peut voir que cette technique est très fiable, sauf que le problème c'est qu'elle est un peu dangereuse. Mais bref, Lynch et Zakuro continuent donc leur recherche tranquillement lorsqu'ils localisent quelqu'un d'autre de la carrière recherchée, mais ce quelqu'un n'est personne d'autre que Hisoka qui se balade tranquillement sans aucun camouflage. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai été littéralement choqué. Je ne m'attendais vraiment pas à le voir aussi rapidement, et en plus de cela sans se cacher ni rien. On peut voir qu'il a les cheveux plaqués vers le bas et qu'il n'a plus ses tatouages d'étoiles et de gouttes sur les joues. Personnellement, j'adore sa tenue en noir avec un petit pic au col et un cœur sur le dos. Lynch s'empresse donc de faire l'erreur de le frapper et Hisoka, sans même que l'on puisse voir son geste, contre son coup et la met KO ultra rapidement. Je ne sais pas si elle est KO ou morte, personnellement je pense et je n'espère pas qu'elle est morte, mais on peut voir que Zakuro est littéralement choqué et je le comprends. Hisoka lui demande donc ensuite ce qu'il cherche, mais Zakuro troublé lui demande si c'est réellement lui Hisoka, ce à quoi il rétorque en toute tranquillité que c'est lui qui pose des questions maintenant. Zakuro, terrifié, lui révèle que son clan le cherche et lui demande poliment de le suivre s'il voulait en savoir plus. Hisoka ne répond uniquement par un sourire et c'est ma page préférée personnellement, car c'est aussi sur la même page que l'on peut voir à quel point Zakuro est sous pression uniquement par la présence de ce monstre. Hisoka est aussi magnifique sur cette page et il regarde vers la gauche, ce qui veut d'ailleurs au Japon parfois être synonyme de trahison. D'ailleurs, par rapport à tout cela, il est temps de vous parler de toutes les théories qui ont été faites avec ce passage uniquement. Dans un premier temps, il y avait par le passé une théorie qui stipulait que actuellement Illumi était Hisoka. La théorie était principalement fondée sur le fait que lorsque Illumi avait parlé à la première personne, dans le chapitre 380, Illumi a utilisé les mots Bokuwa pour parler de lui, alors que c'est des mots qu'il n'utilise jamais, tandis que Hisoka utilise souvent cela. Personnellement, je n'appréciais pas trop cette théorie et je pensais qu'elle avait beaucoup de défauts, c'est pour cela que je ne voulais pas présenter. Et au premier abord, elle aurait été écartée par ce retour d'Hisoka. Sauf que certaines personnes pensent encore que le Hisoka que l'on vient de voir est en réalité Illumi. Déjà, il n'a pas ses tatouages et en plus, il a les cheveux vers le bas. Les deux dernières fois qu'il avait eu les cheveux comme ça, c'était lorsqu'il avait pris des douches. Et comme par hasard, dans le chapitre 380, Illumi demande une cellule avec une douche. Un contre-argument à cette théorie serait que la dernière fois qu'Illumi s'était déguisé en Hisoka, on pouvait voir que ses yeux n'avaient pas changé. La possibilité que ce Hisoka soit Illumi n'est donc pas encore écartée, mais bon, personnellement je pense pas que ce soit très probable et je n'aimerais pas que ce soit le cas. Ensuite, une autre théorie est apparue avec ce retour, c'est celle que le Hisoka que l'on voit actuellement est personne d'autre que Kulolo. Car on peut voir des petites ressemblances dans leur comportement un peu vide de toutes émotions, on peut l'apercevoir principalement sur cette page. Ensuite, dans le chapitre 377, lorsque Bonolenov dit à Kulolo qu'il peut prendre plusieurs formes grâce à son Battle Cantabile Métamorphosen, Kulolo lui répond qu'il a quelque chose qu'il aimerait qu'il fasse. La théorie serait que Kulolo ait utilisé son habilité Convert Ends qui est révélée lors de son premier combat contre Hisoka, habilité qui lui servirait à prendre l'apparence de Bonolenov, Bonolenov qui se serait transformé grâce à sa capacité en Hisoka juste avant de faire cela. D'autres arguments seraient qu'on ne voit pas la paume des mains de Hisoka, sur lesquelles apparaîtraient les tatouages donnés par Convert Ends, et qu'en plus il a mis Lynch KO un peu comme Kulolo avait pu le faire avec Néon lors de l'arc de Yorkshire City. Le chef de l'araignée se serait donc déguisé en Hisoka pour pouvoir avoir des informations sur les mafias et leurs motivations. Un autre argument pour cette théorie est celle d'Illumi, et que dans ce chapitre Hisoka a fait exprès de ne pas répondre lorsqu'on lui demandait si c'était lui Hisoka, de peur que les personnes qui lui ont posé la question aient un N leur permettant de savoir s'il ment ou non. De plus, Togashi aurait fait exprès de faire en sorte que Hisoka contre le coup de Lynch pour que la réponse ne soit pas donnée. Personnellement, je n'apprécie aucune des deux théories car ça ne nous permet pas d'avancer dans l'histoire, et en plus j'ai adoré la manière dont Hisoka est revenu tranquillement et posément, mais je vous les ai quand même présentés pour que vous vous fondez votre propre avis à propos de cela. Ensuite, parlons de la théorie que j'avais fait dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller le faire. Donc là, je parle de la théorie qui stipulait qu'Hisoka était un sbire de Morena. Pour l'instant, c'est mal barré pour qu'elle soit confirmée puisque Hisoka n'a pas l'apparence de la personne que je vous avais montré précédemment. Après, on ne sait jamais, peut-être qu'il a repris son apparence normale entre temps, ou peut-être que j'avais tort sur le fait qu'il soit déjà un sbire de Morena, et qui va peut-être collaborer avec elle par la suite seulement. Ce qui validerait quand même une grosse partie de la théorie. Après, on ne sait jamais, mais il y a une seule chose dont je suis sûr pour l'instant, c'est que je pense que Hisoka n'est pas si bête que ça et qu'il est complètement informé sur les positions de la mafia actuelle.
Car n'oubliez pas que dans l'arc de Grid Island, Hisoka avait fait semblant de ne rien connaître du jeu aux yeux de Gon, Killua et les autres, alors que c'était complètement faux. Biscuit, l'ayant analysé, avait dit qu'il faisait partie du type de personne qui ne mentait que pour mentir. Et je pense qu'elle avait raison. Et oui, je pense que Hisoka est complètement informé des positions de la mafia et qu'il veut suivre le clan Shu'u uniquement pour leur jouer des tours. Cela expliquerait donc le regard vers la gauche que Hisoka a pu nous donner. Mais bon, assez parlé de cette partie du chapitre. Désolé d'avoir fait un long monologue dessus, mais je suis tellement content que Hisoka soit de retour que je pensais que c'était nécessaire. Je peux donc passer à la suite du chapitre, où l'on peut retrouver Tsudonke qui, comme je vous en ai parlé précédemment, est allé chercher un autographe pour le faire signer à la Brigade Fantôme. Il se rendit donc dans une vieille boutique, et la gérante de celle-ci lui expliqua approximativement ce qui s'était passé entre In-Ring et les 3 membres du clan Ei. La vieille boutiquière explique que cela sera bientôt une guerre totale et je suis complètement d'accord avec elle. Et alors qu'elle continue à parler, Tsudonke lui demanda ce pourquoi il était venu, du papier d'autographe. La boutiquière dit qu'elle ne stockait pas ce genre de choses, car elle priorisait les choses importantes selon elle, qui sont en réalité les choses addictives. Alcool, tabac, drogue, tickets de jeu, etc., etc. Elle lui dit donc que le seul moyen qu'il ait ce qu'il cherche, soit qu'il aille au premier étage, car là-bas il y a une boutique qui est capable de faire livrer les objets demandés en dirigeable ou en drone de grande taille. Tout cela a l'air anodin, mais je ne pense pas que Togashi a placé cela au hasard. Personnellement, je pense que cela est un foreshadowing pour nous introduire ces dirigeables qui vont ensuite servir de porte de sortie pour les personnes riches des premiers et deuxième étages lorsque le Black Whale va couler. Je parle plus de cette possibilité dans cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez y aller aussi. Bref, Tsudonke s'en alla donc avec un nouvel objectif, obtenir du papier d'autographe avant la limite de temps, car ces livraisons en dirigeable ne sont disponibles que dans les 14 premiers jours du voyage, il lui reste donc 4 jours. Il veut donc apporter Hisoka à la Brigade Fantôme et obtenir leur signature sur du papier autographe comme récompense. Nous passons ensuite sur le point de vue du chef du clan Shaha, qui est donc celui en relation avec la Brigade Fantôme, qui pense que l'araignée a bien géré l'impasse entre les 3 familles mafieuses, et qu'ils ont raison de vouloir s'occuper du tueur qui est donc l'Uni avant de traquer Hisoka. Il comprend donc que s'assurer que les araignées restent en ligne est bien trop délicat, et qu'il devrait donc sûrement laisser le clan Ei, donc celui de Morena, s'occuper de la brigade, et plutôt se concentrer sur Hisoka. Malheureusement, il ne sait pas que son clan a énormément de retard sur cela, puisque le clan Shu'u vient de le trouver. Mais bon, les clans Shu'u et Shaha ayant l'objectif commun d'écraser le clan Ei, ce n'est pas trop grave. Il envoie donc vainement les membres de son clan à la recherche d'Hisoka, mais il pense en réalité que si Hisoka avait vraiment la force d'exterminer les araignées, il serait beaucoup plus facile de les laisser faire. Personnellement, je suis d'accord avec cette vision des choses parce qu'ils n'ont vraiment aucune chance ni contre la Brigade Fantôme ni contre Hisoka. On peut donc passer à la dernière partie de ce chapitre où on peut voir Feitan, Finks et Nobunaga tranquillement vaquer à leur occupation en attendant que le tueur fasse l'erreur de revenir vers eux, et alors que Nobunaga et Finks étaient en train de débattre sur le fait de se diviser en équipe de 2 avec Franklin, ce qui donnerait donc Finks et Feitan dans une équipe et Nobunaga et Franklin dans l'autre. On apprend d'ailleurs dans ce passage que Franklin est claustrophobe et que ça serait donc pas possible. Mais à ce moment-là, quelqu'un toque à la porte. L'un des membres du clan Shaha s'apprête donc à l'ouvrir lorsque le membre posté aux caméras lui dit de ne pas le faire. Il appelle donc ensuite la Brigade Fantôme dans la salle des caméras pour leur montrer qu'un bras qui sort de nulle part toque à la porte. On comprend donc que c'est l'Uni, le tueur que la brigade attendait, car au lieu de rentrer directement dans la salle et de les prendre par surprise, il a préféré toquer à la porte. Finks et les autres sortent donc de la salle de caméra lorsqu'ils se rendent compte que toutes les personnes qui étaient en dehors de celle-ci se sont volatilisées. L'Uni les a sûrement tués et emmenés ailleurs. Et c'est justement à ce moment-là qu'il apparaît en sortant de la porte, ainsi qu'en taquinant la brigade sur le fait qu'ils soient déçus, qu'elle n'ait pas trahi le clan Shaha, monté aux étages supérieurs et tué tous les riches. Finks lui demanda donc s'ils auraient dû tuer tout le monde, et il en conclut que c'était juste un fou omnibulé par le meurtre. Cette scène nous fait comprendre que la brigade ne tue pas vraiment pour le plaisir, mais uniquement pour parvenir à leurs fins qui sont généralement le vol. Feitan lui demanda à l'Uni ce qu'il savait d'eux. Je ne pense pas que ce soit anodin, car si l'Uni fait l'erreur de ne pas lui répondre, l'amoureux de la torture qu'est Feitan ne va pas se priver de lui ôter les réponses de la bouche. Pour finir avec ce chapitre, l'Uni dit à la brigade que sur la page web qui était dédiée à eux, ils étaient qualifiés comme une bande de voleurs brutaux et que cette page était donc inexacte. Et alors qu'il les taquinait sur le fait qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ses expectations, Nobunaga sortit son sabre pour l'attaquer. Et c'est sur cette page que le chapitre se termine. Rendez-vous dimanche prochain pour le chapitre 393. Nous pouvons donc passer à ce que j'attends pour celui-ci. Dans un premier temps, la résolution de l'intrigue actuelle, qui oppose donc l'Uni à Nobunaga.
Pour moi, il ne peut y avoir que deux solutions à cet événement. Car en sachant que Luini a un nen très dangereux qui le permet de se téléporter lui et les cadavres des personnes qu'il tue, et qu'en plus de cela, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il devient plus fort, tout porte à dire qu'il est possible que ce personnage ait un rôle vraiment majeur dans la suite du manga. Mais là, il est vraiment dans une position délicate, car il est en face du membre ayant l'araignée tatouée numéro 1, Nobunaga. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a que deux solutions à cela. Soit il va se faire tuer par Nobunaga, ce qui va permettre d'introduire son nen, et on ne parlera plus que de lui comme un personnage avec le potentiel gâché, soit il va se rendre compte qu'il n'a aucune chance à cause de l'aura de Nobunaga, et il va décider de se téléporter ailleurs. Et dans ce cas-là, il aura une importance plus capitale dans la guerre des gangs. Une troisième possibilité serait qu'il essaye de discuter avec eux, mais après ce qu'il leur a dit, je pense que c'est vraiment peu probable. Donc je pense que la première partie du prochain chapitre sera basée sur cet affrontement et son dénouement. J'espère qu'on pourra enfin découvrir le nen de Nobunaga, mais si Luini décide finalement de s'enfuir, il faudra encore attendre un peu. Ensuite, pour revenir du côté de l'intrigue de Tsudonke, où il nous est dit que des dirigeables peuvent faire l'aller-retour du Black Whale à l'ancien monde, mais que ce ne sera plus possible dans 4 jours. Puisque je pense que c'est de cette manière que certains passagers vont être évacués après la chute de celui-ci. Il est possible que cette chute arrive dans 4 jours, mais ne vous inquiétez pas, dans cet arc, 4 jours c'est vraiment très long. De plus, cette information est à prendre avec de grosses pincettes, parce que je pense que même si la limite des 14 jours sont dépassées, s'il y a une réelle urgence, les dirigeables pourront quand même intervenir. Nous pouvons donc passer du côté de l'intrigue de Hisoka, dont j'attends beaucoup d'informations dans le prochain chapitre. Par exemple, qu'est-ce que Hisoka a fait depuis le début du voyage, comment il s'est introduit dans le Black Whale et comment il s'est retrouvé au 3e étage, tout ce qu'il sait à propos des mafias et des guerres de clans, ainsi que son plan parce que je suis désolé mais ce sourire cache vraiment quelque chose. Je pense personnellement qu'il a eu une idée machiavélique qu'il s'apprête à appliquer dans les prochains chapitres. Sinon, personnellement, je ne vois pas Inring revenir dans le chapitre 393. Je pense que le fait qu'il soit allé chercher de l'argent va lui permettre de disparaître pendant au moins 1 ou 2 chapitres. Voilà donc pour ce que j'attends pour le chapitre 393. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous avez des questions ou des avis à donner sur le chapitre 392. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez aimé et vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Salut à tous!